Invité politique de BFM Story, Marion Maréchal Le Pen, la députée Front National du Vaucluse. Bonsoir. Bonsoir. La grève est reconduite à la SNCF, malgré ce projet d'accord. Est-ce que pour vous, c'est une grève justifiée ? Alors déjà, je fais une distinction entre le droit de grève qui est totalement légal et le blocage, qui est quand même devenu une méthode, selon moi, assez scandaleuse depuis maintenant des semaines, sous des prétextes parfois un peu fallacieux, puisque moi je considère que la loi travail est une loi bidon qui ne justifie pas en réalité une telle effervescence, c'est juste une loi qui rate sa cible et puis surtout qui est la démonstration d'un mal français, qui est l'absence de représentativité des syndicats, dont celui de la CGT, qui oblige le gouvernement à faire des accords d'entreprise. Par ailleurs, moi je dénonce aussi le manque de cohérence de la CGT. Parce qu'aujourd'hui, il s'oppose à la libéralisation du marché du rail, à l'ouverture à la concurrence de la SNCF, mais où était-il lorsqu'il s'était agi de s'opposer au traité européen qui préparait en fait cette ouverture à la concurrence depuis le départ? Nous avions été bien seuls et à l'époque, ils ont été des fervents défenseurs justement de cette intégration européenne. C'est-à-dire que vous êtes contre l'ouverture à la concurrence finalement, vous défendez le statu quo ? Oui, alors sur la question de, en effet, de l'ouverture à la concurrence, nous sommes opposés, parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans d'autres domaines, l'ouverture à la concurrence n'a pas toujours tenu ses promesses, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas forcément une meilleure qualité de service, les prix n'ont pas nécessairement baissé. Néanmoins, là où je suis un peu plus critique, c'est que je crois que derrière ces arguments-là, c'est surtout le statut des cheminots qui est défendu. Et là, indéniablement, il y a une évolution qui est nécessaire, ouverture à la concurrence ou pas. Et malheureusement, il semblerait qu'un certain nombre s'accrochent désespérément à des privilèges qui ne sont plus tenables. Alors justement, il y a ce projet d'accord sur le temps de travail. Semble-t-il, le gouvernement et les syndicats s'étaient mis d'accord. Et puis là, on voit ce soir au moins 2 syndicats, Sudrail et Force ouvrière, continuer à appeler à faire grève demain pour une 8e journée consécutive. La CGT laisse au terrain, aux délégués, se prononcer. Est-ce que vous n'avez pas un mot pour les voyageurs, pour ceux qui, depuis 7 jours, galèrent ? Mais bien sûr. Vous semblez comprendre finalement cette grève et les raisons de la colère. Je dis que certaines raisons peuvent être légitimes, mais j'ai dénoncé fermement les méthodes. Et c'est vrai que moi, après le droit de grève est un droit constitutionnel, hein, on ne peut pas s'y opposer en tant que tel. C'est vrai que moi je suis un peu gênée de prendre ainsi les Français en otage. J'en ai moi-même été victime pour aujourd'hui une France à 2 vitesses. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne peut plus maintenir aujourd'hui des statuts tels que le statut des cheminots qui entre nous ne se justifie plus. C'est un statut qui a maintenant des décennies, qui était lié à des conditions de travail particulièrement difficiles. Je ne suis pas convaincue que ces conditions de travail aujourd'hui soient aussi difficiles qu'elles ont pu être par le passé. Quand Pierre Gattaz dit que la CGT a des méthodes de voyous et de terroristes, il va trop loin? Le mot est un peu fort, mais honnêtement, il y a eu des abus. Il y a eu des abus terribles. Lorsque l'on bloque les raffineries, lorsque l'on a pu voir les blocages d'aéroports, lorsqu'on a pu voir les blocages de rails, là, on est dans l'illégalité totale. Et je dois dire que le gouvernement a été assez peu réactif. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il devrait être beaucoup plus dur, parce qu'on ne devrait pas avoir des Français qui prennent en otage l'ensemble du pays, avec les conséquences quand même économiques désastreuses que ça peut avoir. Et sur l'impact, d'ailleurs, touristique de l'image de la France. On ne peut pas systématiquement, si vous voulez, se retrouver à chaque réforme dans des situations telles que celle-ci. Il aurait mieux fallu qu'au moment où il y ait des votes décisifs, la CGT se positionne correctement et arrête par exemple d'appeler à la gauche et de les faire élire comme ils le font à chaque fois pour finalement les combattre une fois élus. Alors justement, François Hollande dit maintenant ça suffit la grève, il faut savoir arrêter la grève, d'autant plus que l'euro ça démarre dans 3 jours. Oui, mais je suis d'accord avec ça, d'autant plus que je vous le disais, je pense que l'évolution du statut du cheminot est indispensable. Néanmoins, quand vous dites le statut du cheminot doit évoluer, c'est-à-dire qu'il doit travailler plus ? C'est-à-dire en tout cas qu'il doit pouvoir accepter un certain nombre d'aménagements de temps de travail, puisque je crois savoir que le temps de trajet, par exemple, lorsqu'il est supérieur à 50 km, est considéré comme du temps de travail pour se rendre justement sur le lieu de travail. Il y a un certain nombre comme ça de mesures qui paraissent assez incompréhensibles. Les cheminots ? Il y a un certain nombre de choses qui ne se justifient plus. Je crois que c'est vrai aussi de leur régime spécial, mais c'est vrai d'autres régimes spéciaux, et en premier lieu d'ailleurs celui des élus. Je crois qu'aujourd'hui, au vu de la situation financière de la France, on ne peut plus avoir une France à 2 vitesses, avec des classes moyennes qui payent d'un côté, justement pour ces privilèges-là. Alors justement, on est à 3 jours du coup d'envoi de l'euro en France. Il y a un enjeu de sécurité énorme pour la France. A-t-on eu raison de maintenir les fan zones ? Moi, je comprends l'idée, mais je ne suis pas très sereine. Et manifestement, je ne suis pas la seule, puisque le préfet de police de Paris a quelques inquiétudes qu'il a émises publiquement. Il y a quand même de quoi s'inquiéter lorsque l'on voit que depuis un mois, le gouvernement, en plein état d'urgence, est incapable de faire respecter l'ordre. Je vous rappelle tout de même que les manifestations interdites n'ont pas empêché les attroupements, les casseurs, les blessures par centaines de policiers. Donc c'est vrai que dans ces conditions, j'ai du mal à faire confiance à ce gouvernement pour assurer la sécurité de dizaines de milliers de personnes, surtout qu'en parallèle, les mesures de fond
n'ont pas été prises. C'est d'ailleurs ce que j'ai dénoncé auprès de M. Cazeneuve. La France, contrairement à d'autres pays, n'a pas suspendu l'espace Schengen. Donc elle n'a pas rétabli de façon totale ses frontières. Ce qui permet évidemment non seulement le passage de terroristes potentiels. Là, ce sont surtout les supporters étrangers qu'on va accueillir dans les fan zones. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais encore faut-il être capable de savoir qui rentre ou se maintient et sort du territoire français, ce qui est aujourd'hui fait de façon extrêmement insuffisante. Le trafic d'armes, évidemment, par lequel s'alimentent dans les banlieues aujourd'hui les terroristes, ne peut pas être endigué en l'état actuel des mesures qui sont prises. Le flot de migrants clandestins qui continuent d'arriver de Grèce, parmi lesquels s'étaient infiltrés un certain nombre de terroristes du Bataclan, continue d'arriver sans que le gouvernement français ne s'en inquiète. Donc c'est vrai que l'ensemble de ces données ne me rendent pas très optimiste. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On arrête de vivre parce qu'il y a une menace terroriste ? Non, on n'arrête pas de vivre, mais néanmoins, lorsque l'on sait qu'en l'état actuel des circonstances, le moindre attroupement peut être un danger, est-il vraiment raisonnable, alors que nous sommes en manque d'effectifs, de policiers et de militaires, de mettre 100 000 personnes sur la même place ? J'en suis pas tout à fait convaincue. Voilà. Vous avez conseillé à Karim Benzema, qui ne jouera pas l'Euro, de jouer, je vous cite, pour son pays, l'Algérie. Mais c'est la France, son pays, puisqu'il voulait jouer en équipe de France. D'ailleurs, il l'a fait savoir qu'il n'était pas content. Manifestement pas, puisque en fait, je ne faisais que rebondir à des déclarations qu'il avait faites il y a quelque temps de cela, en disant « Mon pays, c'est l'Algérie ». Je cite, mon pays, c'est l'Algérie. La France, ça n'est que pour le côté sportif. Déclarations qui sont contestées. Ah bah il l'a dit sur une radio, donc j'y peux rien, j'ai la vidéo, et la France c'est pour le côté sportif, et c'est vrai que c'est un récidiviste dans l'antipatriotisme. Benzema, souvenez-vous, c'était quand même celui qui refusait de chanter la Marseillaise, qui avait craché même à la fin d'une Marseillaise, et je trouve qu'aujourd'hui se justifier son éviction par l'insulte à l'égard des Français, moi je trouve ça un peu facile, quoi. Voilà. Il dit que en fait, Deschamps a cédé à la pression d'une partie de la France raciste. Oui, c'est une bonne façon de ne pas se remettre en cause. Moi je tiens quand même à rappeler à ce monsieur Benzema que c'est la France qui a payé pour sa formation, qui a fait de lui d'ailleurs un joueur émérite de foot, je ne remets pas ça en cause, mais qu'un pays raciste qui lui fait gagner 2 millions d'euros par mois, bon je trouve c'est un peu dur comme jugement. Et il fut un temps où votre grand-père Jean-Marie Le Pen trouvait qu'il y avait finalement pas assez de blancs dans cette équipe de France. Mais ça, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'attitude. Je veux dire, si M. Benzema avait fait des déclarations d'amour à l'égard de la France, s'il respectait l'hymne et s'il ne jouait pas exclusivement pour des raisons financières, eh bien moi, ça me poserait strictement aucune difficulté. Et l'équipe de France, elle est à l'image de la France ? Je trouve qu'elle se comporte beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait par le passé. Ça, indéniablement, à un moment donné, on avait vraiment le sentiment que c'était le foot du fric, que les joueurs changeaient d'équipe exclusivement pour des raisons financières et de carrière. J'ai l'impression quand même que dans l'attitude, ça va mieux et je crois que c'est une bonne chose. Alors, Christian Estrosi, qui fut votre adversaire pendant les régionales et qui vous a battu, était l'invité de BFM TV dimanche soir dans BFM Politique. Je vous propose de le réécouter puis vous allez réagir. Je pense que des trois Le Pen, c'est la plus à droite. Mais à droite, je dirais, de manière extrêmement sectaire, extrêmement dangereuse. Donc des trois Le Pen, vous êtes la plus dangereuse. Et lui, de tous les Estrosi qu'on a pu connaître, c'est le plus à gauche. Vous en connaissez beaucoup des Estrosi ? Il y a eu plein d'Estrosi, vous savez. Il y a eu d'abord le Estrosi anti-gaulliste qui était avec Jacques Médecin, qui disait partager 99% des idées du Front National. Il y a eu le Estrosi qui, en 98, défendait des alliances entre le Front National et l'UDF pour diriger la région PACA. Puis il y a eu le Estrosi des dernières élections régionales, qui est devenu gaulliste social, résistant, allié à la gauche. Donc oui, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la rage, mais je pense qu'en effet, notre opposition efficace au Conseil régional l'énerve quelque peu, manifestement. Mais peut-être que, parce que selon Christian Estrosi, vous représentez l'extrême droite traditionnelle, peut-être par opposition à un Front National que peut incarner Florian Philippot, plus à gauche, plus social ? Oui, je connais cette théorie. C'est une théorie, c'est pas vrai. Je pense qu'elle est très malhonnête intellectuellement parce qu'en fait, tout simplement, le Front National ne répond pas aux critères de l'extrême droite. Il y a des critères très précis. Il y a l'autoritarisme, il y a l'antiparlementarisme, il y a la doctrine basée sur la race. Rien que sur ces critères qui sont incontestés pour définir l'extrême droite, le Front National n'y répond pas. C'est un parti qui défend la souveraineté du Parlement, qui défend le référendum d'initiative populaire, le recours au référendum sur les grands sujets, qui n'a pas une vision racialiste, mais assimilationniste, justement, des Français. Alors comment vous vous situez sur l'échiquier politique ? Et donc, moi, je me considère comme une femme de droite, souverainiste, identitaire, attachée à l'identité de mon pays, mais je ne me considère absolument pas comme une femme d'extrême droite. Et ce n'est pas pour autant que, malgré les quelques différences que nous puissions avoir avec Florian Philippot sur des choses qui m'apparaissent entre nous assez secondaires... Sur les questions de famille, notamment ?
Oui, enfin, sur les questions de famille et encore, Florent Philippot a toujours défendu, si je ne m'abuse, la ligne officielle du Front National sur la question du mariage homosexuel. Donc voilà, je crois que honnêtement, il n'y a pas de contradiction et qu'on est d'accord sur l'essentiel. En tout cas, il y a beaucoup moins de contradictions qu'il ne peut avoir, par exemple, entre un Alain Juppé ou un Henri Guénaud et un Mariani. Alors il y a la droite de la droite, je peux la qualifier peut-être ainsi, qui a essayé de se rassembler à Béziers. Vous étiez à Béziers, à l'invitation de Robert Ménard. Il y avait aussi des représentants des Républicains, Robert Ménard lui-même. Et puis vous avez claqué la porte de ces rendez-vous de la droite à Béziers. Visiblement, vous n'avez pas apprécié les ambitions de Robert Ménard ? Je n'ai pas apprécié le revirement soudain de Robert Ménard, qui depuis toujours était considéré à juste titre comme un allié du Front National, que nous avions fait d'ailleurs participer, nous avions participé à la victoire lors des municipales, qui a toujours dit je suis là pour rassembler autour de Marine Le Pen et faire gagner Marine Le Pen en 2017. Et puis soudainement, il lance ce mouvement qui est très ambigu dans l'objectif, il déclare qu'il ne sera le marchepied de personne, pas même du Front National. Donc c'est vrai que je ne voulais pas servir de caution à cela, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut que les électeurs, y compris ces électeurs de droite, orphelins à qui ils cherchent à parler, c'est-à-dire les héritiers un peu Seguin, Pasqua, souverainistes, comprennent que la seule candidature qui peut gagner, n'en déplaise à certains, en 2017, qui est une candidature nationale, patriote, souverainiste et identitaire, c'est Marine Le Pen. Donc il ne faut pas se tromper d'élection. Donc en fait, vous craignez une autre candidature autour de cette droite de la droite, à côté de Marine Le Pen, alors peut-être Robert Ménard, Philippe de Villiers ou un autre ? Je la crains, je ne crois pas qu'elle soit en cours. En tout cas, c'est sûr que si elle avait lieu, elle n'aurait que comme unique conséquence de servir de tremplin en réalité à Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Moi, je crois que les alliances, les passerelles, elles doivent se faire dans le cadre d'une majorité présidentielle, une majorité législative au sein du Parlement, c'est-à-dire dans le cadre des élections législatives. Justement, Juppé ou Sarkozy, on verra ce que décident les électeurs qui participeront à la primaire de la droite et du centre. Ça peut être aussi Bruno Le Maire ou François Fillon. Marine Le Pen, visiblement, trouverait normal de se retrouver face à Alain Juppé au second tour. C'est le candidat idéal ? Je ne sais pas si elle se trouverait normale, mais je pense Elle dit il serait sain que je me retrouve face à Alain Juppé au second tour. Je crois qu'elle y verrait une clarification nette en fait, de la vie politique française, puisque Alain Juppé a clairement dit que s'il était élu, il ferait un gouvernement d'union avec la gauche, avec Emmanuel Macron et un certain nombre d'autres personnalités. Donc ce serait une bonne façon de la démonstration finale, je veux dire absolue, de ce qu'on appelle nous l'UMPS, c'est-à-dire deux grands partis qui défendent la même ligne sur les sujets essentiels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler plutôt à cette frange oubliée des Républicains, qui sont nombreux, je crois, auprès des élus locaux, même un certain nombre de députés, disons-le, et qui, peut-être par souci de cohérence, à terme, ne pourraient plus tolérer la ligne défendue aujourd'hui par Alain Juppé et hier par Nicolas Sarkozy. Une dernière question. Irez-vous à l'anniversaire de votre grand-père ? C'est le 22 juin. Mais j'ai un mariage. J'ai un mariage, mais je ne me serais pas empêchée d'aller à l'anniversaire de mon grand-père. Je fais la distinction entre la politique et le personnel. Merci Marion Maréchal Le Pen.